Et voilà, en éducation, nous sommes avec M. Tar Odidongar Boukar, qui est là pour nous parler des défis de l'école tchadienne. Proposition de solutions. Il y a quelques semaines, on avait fait donc l'état des lieux de l'éducation et tout. Aujourd'hui, nous sommes avec cet éducateur pour apporter quelques propositions de solutions. Bonjour, M. Tar Odidongar Boukar. Bonjour, c'était un plaisir pour moi ce matin d'être là devant votre écran pour m'exprimer par rapport aux défis que font face nos systèmes éducatifs aussi au Tchad. Ouais. Avant de venir sur les défis et les solutions à proposer, nous devons savoir que le système éducatif est un système mère pour un pays comme le nôtre, parce que tous les ministères sortent de l'éducation. Et que l'éducation est en panne, c'est tout le système du pays qui est en panne. Ouais. Je voudrais rappeler que dans mon livre, j'avais dit pour tuer un peuple ou soit neutraliser un pays, n'attaquez pas la population, mais attaquez le système éducatif. C'est très simple de détruire le pays. Donc, le système éducatif au Tchad a beaucoup de défis à relever de nos jours. Je commence d'abord par la main-d'œuvre au niveau du ministère de l'Éducation. Je commence d'abord par les villages. Quand on a fait le tour, je suis un spécialiste en éducation, quand on a fait le tour dans les villages, on avait constaté que les gens qui ont abandonné les écoles au niveau de CM2, il y a de cela des années, qui sont emportés par d'autres soucis, ils n'ont rien dans la tête, mais aujourd'hui, par manque d'enseignants, ces gens-là sont revenus comme des enseignants communautaires dans des villages. Ouais. Donc on ne peut pas dire l'école ne se trouve pas seulement dans les grandes villes comme Jamena, Abéché, Moundou, Doba, non. Si on calcule bien, c'est le paysan qui a beaucoup de nombre d'enfants que les gens qui résident dans les villes. Ouais. Donc ces gens qui sont dans les villages ont des écoles et autres, par manque d'enseignants, ces enseignants non formés qui n'ont aucune notion pédagogique sont rappelés pour enseigner. Mais qu'est-ce qu'ils enseignent? Effectivement à nos enfants qui sont au village. Ouais. Et ce qui a fait qu'arrivé à un certain moment, de nos jours précisément, vous allez prendre quelqu'un qui est au niveau de l'université pour rédiger une demande, c'est un problème. Donc c'est un défi pour la nation tchadienne. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? D'abord, nous allons aller ensemble avec la proposition de solutions à chaque thème, donc ou à chaque défi. Moi, je propose que l'État doit d'abord normalement regarder le système éducatif depuis le village là-bas, en utilisant les inspecteurs départementaux et les conseillers pédagogiques et autres. Ces gens-là, pratiquement, ils ne font rien dans le village. Là, je vous assure qu'ils ne font rien dans le village parce qu'ils sont là dans les grandes villes, même ceux qui sont, par exemple, à Abéché. Il y a des petits villages qui sont autour d'Abéché. Ils n'ont pas le temps d'aller dans les petits villages. Les écoles sont abandonnées aux maîtres communautaires. Ouais. Donc, c'est un défi. Alors là, vous touchez un problème très sérieux parce qu'il y a la migration éducative aussi qui est là. Ces élèves qui sortent de ces écoles des villages reculés, très souvent migrent en ville pour continuer parce que l'école s'arrête à un certain niveau dans ces villages-là. Alors c'est à raison que vous soulignez cela, mais au-delà de ça, quel est le plus grand défi de l'éducation de l'école tchadienne à nos jours? Est-ce que c'est pas les nouvelles technologies, l'aspect numérique et tout ça? Bon, quand on parle de la technologie, regardons sur le terrain éducatif au Tchad, nous sommes au niveau zéro, parce que de nos jours, par exemple, l'enseignant qui est là sur le terrain pour parler de la technologie, il y a un système qu'on appelle la technologie de l'éducation, c'est un cours à part entier dans le monde que les gens apprennent. On utilise les moyens sophistiqués pour maintenant enseigner. Mais de nos jours, au Tchad, c'est difficile. Ouais. Les enseignants, de nos jours, si on prend au moins 100 Tchadiens et 100 Tchadiens enseignants, sur 100, au moins 3 seulement qui connaissent l'utilisation de la nouvelle technologie. On parle de l'ordinateur. De l'ordinateur, voilà. Donc, si l'enseignant n'arrive pas à avoir ces outils, c'est impossible de parler de la technologie de l'éducation au Tchad. Ouais. Et pour avoir cette possibilité, il nous faut au moins 20 ans à venir. Là, il faut commencer à partir d'aujourd'hui, nous parlons, commencer à former les enseignants sur le système ou soit ce qu'on appelle la technologie de l'éducation. Et pour revenir à votre question, certainement, quand on parle de village, ce n'est pas seulement au village. Ici même, dans les grandes villes, on prend par N'Djamena et autres, la technologie n'existe pas. Alors que vous partez ailleurs,
toutes les classes sont équipées par la télévision et autres. Le système que les Blancs enseignent leurs enfants là-bas, d'autres pays utilisent pour enseigner dans leurs écoles à travers la technologie. Mais je ne suis pas tenté de valoriser le système européen par rapport à notre Afrique parce que c'est la réalité. Hein. Oui, un homme africain a ses réalités, on peut enseigner. Je vais venir après sur le curriculum de l'éducation qu'un homme blanc nous a imposé. C'est aussi un défi. Ils nous ont imposé un curriculum de l'éducation et ils financent et on ne peut pas sortir de leur curriculum de l'éducation. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de faire nous sommes en train de valoriser la culture européenne par rapport à notre culture. Et on ne peut pas se retirer parce que c'est eux qui financent le système de l'éducation et c'est eux qui nous dirigent, donc on ne peut pas sortir. Et ils ont taillé leur système de l'éducation, par exemple. À leur juste mesure. Je prends par exemple le système, le programme de CM2. Un élève de CM2 n'arrive pas à connaître le nombre de provinces chez lui, mais il connaît quand même il a de l'histoire. D'ailleurs, par exemple, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on enseigne. Alors tout ça, il faut revoir. Hein. Oui, on est revenu maintenant avec ça au CM2. C'est de n'importe quoi. Ouais. Depuis 1976, le Tchad a beaucoup de défis, ou soit de guerres. Pourquoi pas enseigner cette guerre-là à nos enfants de connaître? Pourquoi pas enseigner les royaumes comme les Mbangaoran ou soit les Mbang de Bédaya ou les sultans et autres? Est-ce que nos enfants connaissent, même au niveau de terminal, ceux qui font l'histoire ne connaissent pas l'histoire parfaite du Tchad. Mais quand vous parlez de l'Amérique, la Grande-Bretagne et la France, ils maîtrisent cette histoire. Ce qui veut dire que l'homme blanc nous a imposé son histoire pour valoriser sa culture, pour nous dominer ici. Ouais. D'accord, monsieur Boucar. Ouais. Moi, je reviens un peu à ce que vous avez dit tantôt. Vous avez parlé tantôt des technologies de l'information. Ouais. Vous avez donné un exemple palpable qui sont déjà des écoles en Europe, en Occident, on va dire, où il y a déjà des télévisions. Vous avez expliqué aussi qu'il y a des ordinateurs, tout ça dans les salles, et que cela nous manque ici. Est-ce que vous pensez que c'est une méthode qui est adaptée à nous? Parce qu'on interprète très mal, on comprend très mal ce que c'est que la technologie, nous, ici. Non, madame, d'abord, nos leaders même ne connaissent pas ce que c'est que la technologie. Oui. Pour avoir la technologie dans un pays comme le Tchad, il faut que les leaders même aient l'amour de ce qu'on appelle la technologie. Ce n'est pas aussi de leur faute, parce que l'homme blanc a enseigné ce nous a enseigné, nous a envoyé le système qu'on est censé seulement de connaître la théorie, il n'y a pas la pratique. Parce que la technologie a besoin de la pratique. Aujourd'hui, vous allez voir celui qui a la licence en sciences informatiques, vous lui donnez un ordinateur pour ouvrir ses cas de problèmes. Mais la théorie, il peut vous réciter du début jusqu'à la fin. Donc c'est comme ça, l'homme blanc ne nous autorise pas, même vous les journalistes, quand vous partez. Il y a des choses, on vous forme, mais il y a de certains aspects, on ne vous montre pas. Pratique, on ne vous montre pas. C'est pour vous maintenir toujours à nous... c'est un système qui nous a imposé à toujours importer la main-d'œuvre étrangère. Et vous savez, la main-d'œuvre étrangère est très chère. Aujourd'hui, peut-être, si vous êtes là, on vous paye 10 000 par heure. Un étranger, on le paye 30 000 parce qu'il vient d'ailleurs. Alors que c'est qu'on peut aussi faire ici. D'accord, alors revenons à notre sujet. Pourquoi on n'a pas fait? Parce que le système de l'éducation ne nous permet pas d'avoir cette compétence comme les Blancs. D'accord, on est d'accord avec vous. Pour revenir au sujet de l'éducation et surtout des défis et des propositions, qu'est-ce que vous pouvez proposer à l'État dans le cas de l'égalité des chances entre les garçons et les filles? Parce que très souvent, on assiste au décrochage des filles qui commencent quand même à l'école mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Est-ce que vous avez des pistes de solutions à proposer? Il y a des solutions. Ouais. Mais est-ce que ces solutions seront prises en compte par nos dirigeants? Je ne sais pas. Mais avant d'aller d'abord sur le terrain, je dois revenir sur le système de l'éducation. Ce qu'on appelle le curriculum. Le curriculum, c'est comme si c'est une constitution de l'éducation. On ne peut pas dérailler. Si on veut être indépendant et mettre tout sur le pied d'égalité, il faut que l'État revienne sur les réalités tchadiennes. Et on doit définir le système de l'éducation par rapport au marché d'emploi de chez nous. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes sont en chômage. Certains cherchent à quitter le pays, comme j'ai... Pourtant, ils ont étudié. Ils ont étudié. Mais le système de l'éducation ne permet pas à un étudiant, à la fin de l'année, de s'investir lui-même. Vous enseignez quelqu'un la philosophie, s'il finit, il va faire quoi? Si ce n'est pas l'enseignement dans les écoles privées et l'État, il va faire quoi? Si vous enseignez quelqu'un l'histoire, il va faire quoi avec? Il faut chercher les choses pratiques. Ailleurs, on appelle ça business education et
si on enseigne la philosophie, on dit philosophie appliquée à l'éducation, histoire appliquée à l'éducation, ainsi de suite. Mais ici, c'est purement philosophie. Si ce n'est pas l'enseignement, on ne peut pas faire autre chose. Donc, il faut amener... Que ce soit des domaines qui soient adaptés à notre contexte. Adaptés, voilà. La transformation des produits premiers et autres. Il y a beaucoup de choses pour faire que l'élève ou l'étudiant finit à la fin de l'année. Il doit quand même avoir une notion de faire quelque chose. Ça, c'est une solution. Donc, il faut bannir le curriculum imposé par les Occidentaux. Il faut bannir ça, il faut oublier. Et comment faire le curriculum de l'éducation? Il faut d'abord appeler les spécialistes, descendre sur le terrain et faire des enquêtes de morale, ou soit faire des renseignements auprès de la population. Qu'est-ce que vous voulez, ainsi de suite sur le terrain. On peut maintenant sortir un curriculum de l'éducation qui sera un atout pour tout le monde. Pour tout le monde. Et là, le Tchad va maintenant avoir des étudiants ou soit les licenciés capables de se prendre eux-mêmes. Dans d'autres pays, quand vous parlez de l'intégration, les gens disent que vous êtes en train de perdre leur temps. Les gens n'ont pas besoin de l'intégration. Mais aujourd'hui, chez nous, au Tchad, l'intégration, c'est un luxe. Il faut absolument l'État, et l'État n'arrive pas à observer tout le monde. Donc, c'est par manque d'orientation. Nous sommes là avec le droit, la philosophie, l'histoire. Je ne suis pas en train de décourager ceux qui ont appris l'histoire. Non, je suis en train de dire que... C'est une triste réalité, ils seront d'accord avec vous parce que le constat est là. Oui, quand vous finissez en droit, vous n'avez pas le moyen d'ouvrir un cabinet. Oui, vous êtes là seulement enseignant, arrivé à certains mois, vous êtes découragé. Et un homme tchadien, quand il a le bac, il se croit tout supérieur, il n'a même pas besoin de prendre la houe pour aller labourer. C'est ça aussi notre problème. Donc, si on peut réellement former les gens dans le domaine de l'agriculture et de la transformation, comme j'avais dit, à la fin de l'année académique, l'étudiant a toute la possibilité de s'investir lui-même, n'a pas besoin d'ailleurs pour aider l'État. Comme je vous ai dit ailleurs, les gens ne regardent pas l'État, mais c'est les gens qui cherchent à investir. Vous partez au Nigeria, vous partez dans d'autres pays, il faut vivre la réalité. Revenez maintenant sur l'égalité entre la fille et les garçons. Oui, aujourd'hui, si vous partez dans toutes les écoles, je dis dans toutes les écoles, vous allez voir le nombre de filles est supérieur aux garçons. Mais vous partez dans l'administration, le nombre de garçons est supérieur au nombre de filles dans l'administration. Ce qui veut dire qu'il y a un problème quelque part. Chemin faisant, beaucoup ont quitté. Ont quitté parce que de nos jours, on a dit que la fille n'a pas droit à un poste d'autorité. La fille n'a pas une valeur. D'ailleurs, quand vous partez dans une famille, dans votre famille, vous regardez une fille, le monsieur investit pour l'homme, pour le garçon, je m'excuse, pour le garçon, mais pour la fille, on investit aussi, mais avec des réserves. On dit que demain, elle va trouver un bon mari. Ouais. Elle va se marier, peut-être que la richesse revient à l'homme, ou soit l'homme peut compléter. Ouais. Mais la femme, comme la sœur est là, elle est belle, le monsieur est venu, il dit que non, si je te marie, je vais compléter tes études, mais arrivé à la maison, c'est autre cas. Ouais. Ce qui a fait que les filles finissent généralement à être l'administrateur dans la cuisine, et ainsi de suite, et tout, ou l'administratrice dans la cuisine et autres. Donc, c'est une lutte, c'est une grande lutte que l'État tchadien doit s'engager pour que la fille et le garçon ont le même pied d'égalité. De nos jours, là, si vous voyez bien, si on donne la finance à une femme, elle gère bien. Mais si c'est un homme, elle dilapide. Ça, c'est une triste réalité. Parce que la femme a peur d'utiliser les faits, les biens qui ne l'appartiennent pas. Mais un homme, non. Et il aime prendre les risques. Là. Il prend des risques. Voilà. Monsieur Boukama, ce que je n'ai pas compris, c'est que quand on essaye de regarder, de jeter un coup d'œil dans les établissements scolaires, surtout à l'école primaire aujourd'hui, on se rend compte que les filles sont plus brillantes. Mais après, quand on va un peu plus loin, c'est-à-dire au lycée, on se rend compte que le niveau régresse. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le nombre de filles régresse. Le niveau, même le niveau. Je parle du niveau. Elles sont les elles sont premières. très brillantes. Oui. Même maintenant, je pense que le constat, il est clair. Quand on fait un tour dans les établissements, on vous dirait toujours que les meilleures, c'est les filles. Oui, c'est bien vrai. C'est un constat réel que nous-mêmes, les éducateurs, on a fait sur le terrain. Et avant de venir sur ça, je voudrais dire que de nos jours, depuis 2006, de nos jours, le nombre, la naissance, taux de natalité des filles est plus supérieur que les garçons. Ouais. Donc je ne sais pas ce que Dieu a fait. Dieu a donné beaucoup de filles avec beaucoup de connaissances aussi. Mais je vais vous dire un truc pratique
les filles à bas âge sont vraiment sérieuses avec leur éducation. Les filles ne sont pas têtues comme les garçons. De nos jours, les élèves tuent les enseignants, ainsi de suite. Aucune fille a tué encore son enseignant un jour. Donc les filles, comme j'ai dit, les femmes d'une manière générale ne prennent pas de risques comme détourner de l'argent et autres. Donc les filles aussi à l'école n'ont pas ont peur de prendre des risques pour être contre. Alors que tout élève qui est respectueux ou toute élève qui est respectueuse doit avoir nécessairement cette connaissance. Et les filles sont respectueuses. Ce qui a fait de la déperdition, comme arriver en terminale, la connaissance avec la technologie aujourd'hui, 90% c'est les filles qui sont sur le TikTok, hein, le TikTok et autres là. Donc ça préoccupe vraiment leur temps et autres. Et arrivé à certains moments, quand elles ont arrivé à l'âge de la puberté, voilà, c'est une période de turbulence. Et elles pensent que même si je fais ou pas, je serai mariée et mon mari va me prendre en charge. Alors qu'arrivé à certains moments, un homme, quand tu es déjà grand, tu vas te battre, tu es conscient maintenant que voilà, moi je m'approche à la responsabilité, donc je dois quand même me ressaisir sur certaines choses. C'est pourquoi les garçons continuent toujours, même s'ils n'ont pas un bon niveau au niveau primaire, arrivé à certains moments, ils doublent l'effort pour aller. Alors que les filles perdent la connaissance arrivé à certains moments, elles ont l'espoir pour trouver un mari, un DG, un commissaire de la police, ainsi de suite, qui va les prendre en charge, acheter des bébés, ils vont rouler avec. C'est ça qui a fait qu'arrivé à certains moments, elles lâchent les choses. Je ne sais pas pourquoi parfait. Non, mais M. Boukar est très terre à terre, hein, parce qu'en tant qu'enseignant, il connaît bien les problèmes, les grands défis de l'éducation de l'école tchadienne. Maintenant, puisque vous avez plein de solutions à proposer, j'aimerais encore vous permettre, si vous avez des solutions magiques sous votre chapeau pour essayer de redresser l'école tchadienne qui a vraiment, vous l'avez dit... Bon, la solution que je vais proposer maintenant à l'État, avant j'avais proposé au niveau... une réforme des curricula. Mais maintenant, c'est au niveau de l'administration. Vous partez dans les administrations, vous allez voir les vieux qui sont recrutés avant ma naissance, qui sont là jusqu'à présent, et qui ont la difficulté de se déplacer pour aller superviser. Leur connaissance, c'est déjà, on dit en anglais, outdated. Donc c'est une connaissance qui est déjà expirée, qui sont là avec. C'est une expérience expirée qui n'a rien à voir avec la réalité de nos jours. Pourquoi pas engager les jeunes qui ont le sang chaud, qui peuvent descendre, mais avec le moyen de déplacement ou pas, descendre sur le terrain et superviser. Et pourtant, dit-on toujours qu'on a besoin de l'expérience, parce que quand on voit les annonces, souvent, on dit 5 ans, 7 ans d'expérience, on demande un peu plus. Il y a deux types d'expérience, madame. Donc, voilà. Il y a deux types d'expérience. Il y a une expérience qu'on n'a pas besoin. Ça a duré, c'est déjà expiré. C'est comme si vous êtes en train de danser. Si vous avez un CD gardé quelque part, si ça dure, vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin toujours des actualités maintenant. L'expérience qu'on a besoin maintenant, c'est l'expérience qui a un lien avec la réalité sur le terrain. On n'a pas besoin, mais néanmoins, on peut faire quand même faire recours aux anciennes connaissances pour évoluer. Donc, le problème se réside au niveau de l'administration. Les inspecteurs ne font pas leur travail. Les conseillers pédagogiques ne font pas leur travail. Et aussi la nomination politique. C'est lui qui... On peut nommer un militaire aujourd'hui directeur d'une école. On peut nommer aujourd'hui un enseignant commandant de brigade. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des conseillers qui ne méritent pas leur poste, qui ne méritent pratiquement pas leur poste. Ils sont là. Ils viennent même pour superviser les enseignants. C'est les enseignants plutôt qui les supervisent, qui les enseignent leur travail. Donc, l'État doit maintenant veiller à ce que tout le monde mérite son poste et envoyer les gens qui sont valides pour aller. Un enseignant, moi je suis un enseignant avant d'être ici. Là, j'enseigne encore jusqu'à là. J'enseigne. Mais un enseignant, quand vous le mettez en classe ou vous le confiez une classe et qu'il n'y a pas une supervision, il fait de n'importe quoi. Les livres, par exemple, qu'il ne connaît pas enseigner, il saute les chapitres, il choisit les chapitres qu'il maîtrise pour enseigner. Vous voyez? Donc, l'État doit d'abord avoir un regard critique sur les enseignants. Il faut une supervision, une assistance, ainsi de suite. Maintenant, on a recruté, si vous voyez bien, peut-être on est à 60 quelques pourcents des enseignants communautaires. Et ce sont des gens qui n'ont même pas mis pied à l'école normale. C'est des gens qui sont ramassés comme ça, comme ils sont à la maison, par exemple, dans nos villages, les gens qui ont fini avec les argués, les bilibili sont là comme ça, leur tête est pourrie, on les ramasse. Comme il n'y a pas d'enseignants, il faut les recruter. C'est comme ça. Donc, l'État doit veiller aussi sur la main-d'œuvre
sur la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, j'ai oublié quelque chose. L'État a suspendu à certains moments les examens de passage en classe supérieure. C'est ça aussi un grand défi qu'on a oublié. Maintenant, moi-même, je suis à l'université, je sais que l'année prochaine, je dois passer en classe supérieure, passer en deuxième année, sans un examen. Est-ce que j'ai besoin de faire la force? Je n'ai pas besoin de faire faire un effort. Je n'ai pas besoin de faire un effort. Mais si un examen m'attend, je dois absolument faire un effort. Même l'enseignant qui est en classe, s'il n'y a pas un examen, il sait que l'année prochaine, ses enfants vont passer en classe supérieure, il n'a pas besoin de se torturer. Alors, en parlant des examens, M. Boucar, oui. Vu la manière où le bac se fait maintenant, comment vous l'appréciez? Est-ce qu'il faut aussi réformer le bac? Parce que le bac que nous autres avons fait nous mettait un peu la pression. On faisait plusieurs matières par jour et la manière où c'est contrôlé, tout ça, aujourd'hui, c'est relax. On fait une matière par jour, on a tout le temps d'aller chercher des fuites et tout. Comment vous appréciez la manière où le bac est organisé aujourd'hui? C'est aussi un laisser-aller dans le système de l'éducation. On avait amené un système biométrique pour dire que celui qui a son bac, il maîtrise le bac. Alors que le système biométrique maintenant vient pour nous décourager. Aujourd'hui, comme vous avez dit, une matière est composée par jour, par exemple. L'élève, au lieu de donner son temps pour lire, il y a même des jours intercalaires. Hein. Aujourd'hui, voilà. On compose, demain, on ne compose pas, ainsi de suite. Donc, l'élève vient maintenant, il compose aujourd'hui, il répare. Pour lui, c'est d'aller chercher les fuites. Au lieu d'aller lire, c'est d'aller chercher le fuite. Si on peut maintenant condenser les jours, l'élève n'a pas le temps d'aller chercher maintenant les fuites. C'est de lire. C'est de lire. Donc, le système de la composition de nos jours ne nous permet pas, ou soit ne nous favorise pas d'avoir les étudiants compétents. Donc, l'État doit aussi revenir sur ce système pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut revenir, comme j'avais dit, peut-être les téléspectateurs vont dire qu'on a parlé des expériences qui n'ont pas de valeur. Je voudrais que l'État revienne sur l'ancienne méthode pour que celui qui arrive à décrocher son bac, c'est un bac mérité. C'est un bac mérité. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement au niveau des bacs, mais BBC même. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des BBC, mais... Le BEF actuellement. Oui, le BEF actuellement, voilà. Ouais. Donc, je ne sais pas, c'est le BBC, on peut dire brevet d'études par fenêtre, je ne sais pas. F, là, ça peut être par fenêtre. Donc, les gens, vraiment, aujourd'hui, c'est lamentable. C'est lamentable sur ce système. On peut revenir un peu à votre livre. Moi, j'ai envie de savoir un peu plus. Oui, sur quoi avez-vous écrit déjà? Ok, les défis, certainement, je suis en train de parler de la défi de l'éducation africaine. J'ai pris l'Afrique. Comme je voulais être un vrai Africain, j'ai pris l'Afrique. Vous avez fait quelques pays africains? Pardon? Vous avez fait quelques pays africains pour... Oui, j'ai fini au Nigeria. Après le bac, j'ai fini au Nigeria. J'ai servi au Niger comme inspecteur pédagogique. J'ai servi au Nigeria comme directeur, dans plusieurs domaines. Donc, je voudrais prendre l'Afrique d'une manière générale. Quand on était parti au Sierra Leone, en 2016, pour le truc de l'éducation de CEDEAO, j'étais envoyé comme... Je n'étais pas un expert, mais j'étais parti au titre d'expert pour observer. Donc, on s'est trouvé là-bas, on a beaucoup parlé de l'éducation. Et arrivé à la fin, on a résumé que l'Afrique a la même réalité, ou soit les mêmes défis. Donc j'ai dit, bon, comme ça, je vais prendre ce livre-là d'une manière générale en Afrique. Parce que nous sommes en train de... À part les pays anglophones, l'Afrique française est en train de vivre la même réalité. Les mêmes défis. Donc c'est pourquoi j'ai pris ce livre-là, je suis en train de parler, bon, quand ça va sortir, vous allez avoir la copie. Mais un livre que j'ai fini, j'ai écrit les principes de l'éducation de l'enfance. Ça, c'est un livre que j'ai déjà fini. Malheureusement, le livre est en train d'être produit au Niger, peut-être dans le temps à venir, 3 mois plus tard, ça va venir ici au Tchad. Donc, le livre est vraiment riche. Quand ça va venir, vous allez avoir le contenu comme ça. On espère avoir l'exclusivité. Surtout sur les principes de l'éducation de l'enfance. Moi, je pense que ça rejoint un peu le sujet de ce matin aussi. Hein. Oui, c'est ça. C'est déjà la base. Comment commencer? Je suis en train de photocopier, je suis en train de tricher le contenu de ce livre-là pour vous présenter actuellement. Merci de nous gratifier déjà de vos travaux de recherche. Et, on vous souhaite bonne suite. Mais comme vous avez souligné les enfants,
j'aimerais qu'on revienne un peu à l'éducation, surtout de bas âge, au jardin d'enfants, par exemple. Ouais. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder les problèmes que connaissent ce niveau maternel de l'éducation? D'abord, le contenu de l'éducation maternelle n'est pas riche au Tchad. Là, il faut savoir. Mais le problème de l'éducation est un peu riche comparé au Niger. Niger, par exemple, Niger et Tchad, le programme de l'éducation primaire est riche par rapport au Niger. Mais au primaire, le maternel, on parle du jardin d'enfants, le programme est vide. Parce que au niveau des jardins d'enfants déjà, grande maternelle, ou soit grande section, j'allais dire, ou soit petite section, on a petite section et moyenne section, grande section. Arrivé maintenant aux moyennes sections et grande section, dans d'autres pays, les élèves, les enfants arrivent déjà à compter jusqu'à 100. Là, ça, c'est moyenne section au Nigeria, par exemple. Et la grande section, les élèves de grande section, les enfants de grande section, comptent jusqu'à 250. Ils sont capables d'écrire en lettres les chiffres de 1 à 50. Mais ils peuvent compter oralement de 1 à 250. Ça, c'est la grande section. L'enfant arrive maintenant au niveau de CP1. L'enfant n'a pas de problème. Alors ici au Tchad, c'est d'acheter le gâteau, aller manger, chanter avec les enfants, revenir à la maison. Et c'est coûteux plutôt, ça coûte plus cher que le primaire. Ça coûte plus cher parce qu'ils vont te dire que l'enfant est en train de chier, l'enfant, il faut, ainsi de suite, il faut acheter comment on appelle ça, pour nettoyer les tissus, ainsi de suite. Et aussi acheter les choses parce que l'enfant est fragile. Pour gérer un enfant au niveau de l'enfant est fragile, il y a trop de risques. C'est pourquoi le frais de scolarité aussi est élevé. Mais au fond, on ne fait rien. On perd le temps des enfants à l'école. C'est comme des garderies. C'est garderies, voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais ça ne doit pas être. Garderie est différente. Si on regarde bien, garderie est différente de l'école maternelle. L'école maternelle, on doit mettre les enseignants qualifiés. Parce que ailleurs, par exemple, on a ce qu'on appelle le système, comme j'ai écrit, l'éducation, le principe de l'éducation de l'enfance. Dans d'autres pays, il y a une filière qu'on appelle Childhood Education. Childhood Education, c'est éducation de l'enfance, c'est une filière qui se trouve à l'université. Et ce sont ces gens qui ont fini, ça peut être une femme ou un homme, qui finissent dans ces filières-là, ont une spécialité de gérer ces enfants à partir de la petite section jusqu'à la grande section. Donc c'est une école déjà, ce n'est pas aller garder, non. Si c'est ça, les écoles qui considèrent le jardin d'enfants comme la garderie, à partir d'aujourd'hui, qu'ils pensent à définir un programme, même si l'État n'arrive pas à définir un programme, il faut qu'ils cherchent à définir un programme pour ces enfants-là. Parce que l'enfant, à cet âge, peut apprendre rapidement. Pourquoi? Parce que le mémoire est encore fraîche. Oui. Et tout ce que vous dites, l'enfant enregistre rapidement. Comme c'est vite, c'est comme sur le téléphone. Ouais. Quand le mémoire n'est pas encore rempli, vous mettez quelque chose, ça rentre rapidement. Mais quand c'est rempli, il y a des problèmes. C'est comme si nous sommes ici, vous partez quelque part avec votre enfant dans un pays anglophone ou arabophone, l'enfant va parler la langue là avant vous. C'est parce que vous avez trop de soucis, le mémoire est surchargé, vous pensez tout et tout. Mais l'enfant n'a rien, rapidement il apprend. Donc, ces enfants, à cette taille-là, on ne peut pas perdre le temps de ces enfants-là au niveau de jardin d'enfants ou la maternelle qu'on a l'habitude de dire. Il faut apprendre quelque chose. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a la chance que la régie nous laisse tout le temps de discuter avec vous parce que le sujet est passionnant et aussi diversifié. L'éducation, c'est très vaste. Prenons globalement. On dit que les Tchadiens ne travaillent pas beaucoup et officiellement, c'est 5 heures seulement d'heures par jour officiellement pour les lycées comme collèges et écoles. En tout cas, c'est ce qui se fait. Alors que dans d'autres établissements à confession religieuse, ils poussent un peu plus loin. Les enfants vont du matin jusqu'au soir. Est-ce que tout ceci ne met pas les élèves sur des... Ils ne sont pas sur les mêmes pieds d'égalité. Il y a une injustice quelque part. Ok. Si vous parlez de Tchad, on dit que l'homme tchadien ne travaille pas trop. C'est que vous faites une comparaison avec d'autres pays. Oui. Donc je vais vous donner des exemples de certains pays. Par exemple au Niger, que ce soit jardin d'enfants, lycée ou soit primaire, les enfants sont à l'école de 7h à 15h. Certaines écoles partent jusqu'à même à 16h. Donc le temps qu'on donne à un enfant de devenir un bandit dans le quartier, là, c'est trop limité. Entre-temps, le parent est déjà revenu à la maison pour contrôler son enfant. À 16h. Tu es censé de revenir à la maison. Soit le monsieur revient, soit madame revient à la maison pour garder les enfants. Donc tout le temps, les enfants
restent avec les enseignants. Sont canalisés. Ils sont canalisés, sont guidés, sont orientés, sont encadrés à l'école. Mais chez nous, l'enfant qui finit avant le père, comme on avait dit, les grandes filles qui ne finissent pas au niveau de... À partir de 13 h déjà, ou de 12 h déjà, l'enfant vient à la maison, la fille vient à la maison, le monsieur est encore au travail, madame est encore au travail. Peut-être que c'est domestique. Domestique ne contrôle pas les grandes filles. C'est les grandes filles qui contrôlent les domestiques. Ouais, elles ressortent automatiquement. Automatiquement, pour aller faire ses bêtises et revenir. Ouais. Donc, ce qui a fait qu'il y a de laisser aller. Et quand vous parlez de la comparaison entre les deux pays, c'est vrai. Notre volume horaire de l'éducation ici au Tchad, c'est aussi un autre problème. C'est un autre problème. Ce qui fait que, par exemple, en philo ou en histoire, on n'arrive pas à finir conformément le programme. Parfois, les enseignants sont obligés de sélectionner les chapitres qui sont importants pour enseigner. Qui ont plus de chances de venir aux examens. Aux examens, voilà. Ouais. Donc, et aussi, c'est d'une manière précise que les élèves n'arrivent pas à comprendre. Si l'État peut augmenter, que les enseignants aussi doivent travailler comme ceux qui sont dans d'autres bureaux. Parce que l'enseignant a une très forte chance dans sa vie, hein. Même si, je ne sais pas, c'est pour cela que le salaire est trop bas, je ne sais pas. Tu as 3 mois de repos, tu restes à la maison. Et toi, tu travailles, tu finis à 12 h. Donc, l'État peut réviser. Peut-être que les enseignants vont me jeter des pierres quand ils sortent, je ne sais pas. L'enseignant doit aussi travailler jusqu'à 15 h, normalement, pour encadrer les enfants. Parce que si on donne la chance aux enfants, on leur donne le temps libre, ils vont faire de n'importe quoi. Par exemple, au Nigeria, dans d'autres pays francophones, on donne 3 mois de congés successifs. Mais dans d'autres pays, Nigeria par exemple, on intercale les mois là, les 3 mois là dans les mois. On fait 3 mois de cours, on donne 2 semaines de congés, on fait 3 mois et puis on revient à l'école, on fait 3 mois de cours, on donne 2 semaines de congés, sauf en septembre ou en octobre, on donne, en août, on donne 1 mois. Là, même, certaines écoles donnent seulement 25 jours. Donc, ce qui veut dire que l'élève n'a pas le temps libre de s'amuser. Et on donne 3 mois. Les enfants commencent maintenant à aller dans les villages et vendre des choses. Ils ont même oublié la connaissance précédente. C'est que nous, les enseignants, on appelle la connaissance précédente ou prérequis. Donc, les enfants oublient quand ils reviennent à l'école encore, c'est un autre problème. Ouais. Au moins, au lycée, ils sont un peu conscients. Peut-être ils vont réviser les cours, mais au primaire, quand ils reviennent fraîchement. Vous reprenez à zéro. Ils reprennent à zéro. Ouais. Donc, le volume horaire au Tchad, c'est vraiment un cas de problème. Très rapidement, on nous dit qu'on est pratiquement au terme. La comparaison entre les écoles à confession religieuse et ceux qui n'ont pas la chance, les moyens d'aller dans ces écoles, finalement, se heurtent à les mêmes examens finaux. Oui, c'est ça aussi un autre problème. Donc, ça a fait que les enfants de pauvres ou l'enfant de paysans est trop discriminé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comme c'est le libéralisme, la démocratie, chacun a son opinion sur sa société, on ne peut pas faire autrement. Mais je ne sais pas, est-ce que l'État a autre chose à faire? Mais sinon, on ne peut pas faire autrement, c'est ce que je voulais dire. Parce que vous êtes venu avec votre capital, vous avez investi, la porte est ouverte à tout le monde. Si vous avez dit que non, ce n'est pas tout le monde qui doit venir. L'enfant du pauvre a toujours tort. L'enfant du pauvre a toujours tort. Sur le moyen financier, sur le plan financier. Si vous avez la possibilité d'inscrire votre enfant dans une école privée, c'est bon. Si dans le cas contraire, le fondateur d'une école privée ne peut rien faire, hein, parce que maintenant, ce que l'État peut faire, si l'État réellement veut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, il faut aussi faire la même qualité de service que les écoles privées sont en train de faire. D'accord. Là, c'est ça. Belle conclusion, monsieur Tarodi Dongar Boukar, voilà, qui est spécialiste de l'éducation et qui nous a parlé amplement des défis de l'éducation de l'école tchadienne et qui a par la même occasion apporté beaucoup de propositions à prendre très au sérieux. Il est donc en train de nous confectionner deux ouvrages qui vont apporter peut-être beaucoup du sang frais à l'éducation tchadienne. Merci infiniment pour ce très beau entretien. C'est à moi de vous remercier. Merci. À très bientôt.